Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, ça fait un petit moment, tout simplement parce que j'avais pas nécessairement pris le temps honnêtement. Là pour cette vidéo là, ça va être relativement simple, je vais pas vous parler très longtemps parce que je suis déjà un petit peu en retard sur ce matin et il faut que je mange. Là vous avez vu le repas, relativement simple, ça va être juste avant d'aller faire les jambes. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, surtout que là je suis en vacances donc le matériel est un petit peu différent. Je vais vous donner 2-3 tips à ce niveau là, comment vous entraîner quand vous êtes en vacances. Potentiellement vous n'avez pas nécessairement accès au matériel habituel ou quoi que ce soit, ce que vous pouvez et devriez faire et ce qu'il faudrait peut-être éviter de faire pour que vos entraînements se passent bien. Et là au niveau du prêt, relativement simple, on a 50 g de riz blanc pesé cru, une banane de 150 g en l'occurrence, du lait demi-écrémé sans lactose 200 ml, de la whey 25 g et on a cette magnifique Red Bull goût pêche 250 ml. Habituellement je bois plus vraiment de boissons énergisantes depuis un moment, c'est juste que là la machine à café était en panne honnêtement et à cette heure là j'apprécie avoir de la caféine pour me réveiller avant d'aller faire ma séance en soi. Au niveau de la composition du repas, c'est relativement simple. Pourquoi il y a ces choix d'aliments là et en particulier la banane et le lait, tout simplement parce que ça me permet d'avoir à peu près, ouais c'est ça, on est un tout petit peu plus de 1 g de potassium avant l'entraînement, c'est bien. Évidemment j'ai rajouté une bonne pincée de sel, en l'occurrence ça nous fait 2 g de sel, faudra que je vous recalcule, je sais plus le total de sodium noté ici, c'est sur mon document de tracking, je vous le mettrai directement ici. Et pareil au niveau du calcium on est environ à 400 mg, un tout petit peu moins, 363. Pour le coup c'est plutôt une répartition qui est intéressante avant d'aller vous entraîner. Je vous en parlerai de toute façon un petit peu plus dans la vidéo, parce que là l'objectif de cette vidéo ça va être aussi justement de vous emmener avec moi sur la séance jambes et vous montrer un petit peu les différents repas que je peux faire durant la journée. La structure est un tout petit peu différente étant donné que je suis en vacances, mais on est très proche de ce qui se fait habituellement. Et de toute façon ce qui serait intéressant justement, ce que je vous disais, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des macros et comment ça se passe au niveau de la répartition des minéraux et en particulier des électrolytes, parce que c'est un peu le sujet du moment vu que c'est l'été, sudation, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui généralement vont se reposer sur des électrolytes pour atteindre leur total, en particulier de potassium et parfois même de calcium, alors que vous verrez qu'en réalité si vous vous débrouillez bien et surtout si vous faites des choix alimentaires intelligents, c'est très facile à obtenir, et ce, j'insiste, sans avoir à vous saigner d'un point de vue budget. Mon total de courses hebdomadaires, là j'ai fait le calcul pour la semaine en tout cas où je vais être ici, il me revient à peu près à 75 €, étant donné que je consomme à peu près maintenant 4000 calories par jour. Bon, je pense que ça reste relativement correct honnêtement. Je vous retrouve après de toute façon pour la séance jambes. Là je vais manger ça et puis je vais vous filmer ça et on va regarder ensemble. Bon, électrolyte du coup, je vais en profiter tant que je suis sur le trajet et que j'ai un petit peu de temps, enfin j'ai pas grand chose à faire dans la voiture à part conduire de toute façon, pour vous en parler un petit peu vu que ça fait partie d'un des sujets de la vidéo. Alors pourquoi je souhaite aborder le sujet sans rentrer dans des détails ultra complexes ou quoi que ce soit de toute façon, mais parce qu'évidemment là en ce moment c'est l'été, il y a des fortes chaleurs, on se met à transpirer beaucoup et du coup évidemment la question de l'hydratation vient se poser. Et l'hydratation en effet ça se résume pas uniquement à la consommation d'eau, vous allez avoir les électrolytes qui vont aussi jouer à ce niveau là, et en particulier surtout le sodium et le potassium qui vont vraiment être les deux électrolytes qui auront un rôle on va dire au niveau du dispatchement de l'eau dans les différents milieux du corps, si on peut dire ça comme ça. Alors premièrement ce qu'il faut se dire, c'est au niveau des électrolytes, je pense que vous ne devriez pas trop vous prendre la tête, surtout si vous êtes uniquement des pratiquants de musculation et que vous ne réalisez pas nécessairement d'activité cardio ou quoi que ce soit, parce que généralement tout de suite les premiers trucs dont on va vous parler c'est supplémentez-vous en électrolyte, prenez les petits sachets ou quoi que ce soit. Bon, vous regardez la composition des sachets, honnêtement il n'y a rien de magique dedans, hein. Souvent vous avez pas mal de sodium, pas mal de potassium mais dans des quantités moindres que le sodium, et généralement vous avez un tout petit peu de magnésium et de calcium en soi. En termes de composition c'est pas nécessairement déconnant, je vais revenir dessus juste après. La grosse problématique honnêtement c'est juste le prix, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, alors que on va le voir, vous pouvez vous démerder sans aucun souci uniquement avec une diète bien calibrée et du sel de table tout bêtement. En fait
Ce que vous devez vous demander, c'est si vous devez vous supplémenter. Pour répondre à cette question-là, déjà, c'est quels sont vos apports. Donc là, vous utilisez tout simplement une application comme Chronometer pour savoir un petit peu où vous vous situez. Évidemment, vous rentrez le sel, du coup. Si vous rentrez pas le sel, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Vous achetez les petites pesettes de dealer, ou bien vous prenez tout simplement les petits sachets de sel de restaurant qui font 1 ou 2 grammes la plupart du temps. Comme ça vous permettra d'être tranquille à ce niveau-là et pas vous prendre la tête à devoir peser à chaque fois. Je pense que c'est très bien aussi, vous l'achetez en gros. Et ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que vous consommez? Et surtout, est-ce que vous en perdez des quantités relativement importantes? Parce que vous êtes beaucoup à vous dire, ah oui, je transpire énormément ou quoi que ce soit, du coup j'ai peut-être des pertes d'électrolytes qui sont extrêmement élevées. En vrai, dites-vous bien que la sueur, honnêtement, c'est hypotonique. Autrement dit, c'est principalement de l'eau. Vous n'avez pas beaucoup d'électrolytes à ce niveau-là, typiquement, pour à peu près 1 litre de sueur de perdu, ce qui est quand même énorme. Hein. Je pense que vous êtes très très peu en perte de temps, parce que rappelez-vous que vous faites juste de la musculation, hein. Vous avez des temps de repos qui sont de 3 minutes par-ci par-là, les efforts sont relativement courts, on excède rarement les 1 minute d'effort d'affilée, et vous êtes dans une salle climatisée. C'est pas comme le mec qui fait son espèce de trail pendant 2 heures, 2 heures et demie en plein cagnard à 30 degrés en montagne avec son petit sac à dos, etc. Vous n'êtes pas du tout dans la même configuration. Et en gros, potentiellement, 1 litre de sueur perdu, vous avez quoi? Vous avez peut-être 500 mg à 1 g de sodium qui peuvent être perdus, aux alentours des 150-300 mg de potassium. Après, pour le magnésium, vous êtes sur l'ordre de quelques dizaines de milligrammes. Et le calcium, vous êtes sur quelques milligrammes à quelques dizaines de milligrammes. Donc, j'irai pas trop me prendre la tête à ce niveau-là en soi. Ça, c'est ce qu'il faut que vous vous disiez. Par contre, du coup, en effet, si vous vous apercevez que par rapport à votre niveau de sudation, potentiellement, voilà, vous êtes quelqu'un qui transpirait pas mal ou quoi que ce soit, peut-être qu'il fait chaud en ce moment, etc. Bon, pourquoi pas augmenter un petit peu ses apports? De toute façon, ça va être relativement simple. Hein. Si vous voyez que d'un seul coup, vous commencez à être un petit peu fatigué, le physique est extrêmement plat et entre guillemets, vous avez du mal à retenir de l'eau. Dès que vous buvez de l'eau, vous allez la pisser très très rapidement. Bon, c'est probablement des bons indicateurs pour vous dire que vous pouvez augmenter un tout petit peu le sodium en soi. Pour le potassium, c'est relativement simple. Hein. Si votre endurance au training elle commence à prendre un gros mur, entre guillemets, en gros les premiers sets se passent bien et d'un seul coup vous devenez 0 sur le reste de la séance, bon pareil, probablement un bon indicateur pour vous dire d'augmenter un petit peu le potassium. Et il y a beaucoup plus de chances que vous ayez besoin d'augmenter le potassium que d'augmenter le sodium en réalité, parce que même si vous ne salez pas beaucoup vos plats, vous avez déjà énormément de choses dans lesquelles il va y avoir un petit peu de sel, typiquement votre viande, vos œufs, il y a déjà un petit peu de sodium à ce niveau-là. Pareil, il y a beaucoup d'épices que vous utilisez. Si vous ne regardez pas précisément avec quoi ils sont composés, généralement il y a pas mal de sodium, il y a un petit peu de sodium qui a été ajouté aussi. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, c'est les premiers points. Et surtout en quoi les électrolytes vont être relativement importants. Évidemment, on l'a vu, bon déjà, réussir à faire en sorte de s'hydrater correctement. Et autre point non négligeable, potassium et sodium, ils vont vous permettre de transporter les glucides. Si vous en manquez, ça va être très très compliqué de faire en sorte que les glucides, il y ait une absorption au niveau intestinal qui soit ok et que derrière ils arrivent tout simplement dans le milieu intracellulaire, typiquement que les cellules musculaires arrivent à s'en occuper correctement ou quoi que ce soit. Si on simplifie en très très gros, vous avez besoin de ces petits transporteurs comme si c'était des gros camions sur l'autoroute qui vont s'occuper d'amener les glucides. Donc si vous en manquez, pareil, potentiellement ça va être difficile à ce niveau-là. C'est pour ça que généralement quand vous avez des gars qui font des pick-wick ou quoi que ce soit, vous avez entre guillemets des manipulations au niveau des taux de sodium et de potassium, tout simplement pour s'assurer que ces quantités de glucides qui sont monstrueuses puissent être gérées correctement par l'organisme, auquel cas ce ne sera pas géré correctement et les compétiteurs n'auront pas nécessairement le rendu qu'ils souhaitent sur scène en soi. Et pareil, typiquement, vous le savez, sodium, ça va augmenter la vascularité, hein, c'est relativement simple. Votre sodium, si vous voulez, il va permettre d'augmenter un petit peu le volume sanguin. Qui dit plus de volume sanguin, bah évidemment, entre guillemets, il y a plus de quantité de liquide à faire circuler, donc il va falloir que les autoroutes s'ouvrent un petit peu plus. Par autoroute, j'entends vos veines et liquide à circuler. On pourrait imaginer que c'est les voitures en circulation. C'est très imagé, mais ça vous permet de saisir un petit peu l'idée. Donc maintenant, on va le voir sur le reste de la journée, comment obtenir assez facilement vos apports en potassium ou quoi que ce soit. Pour le coup, mangez simplement des végétaux, hein. C'est pas compliqué, hein. Vous verrez que moi sur la journée je suis à peu près aux alentours des 6000 mg, enfin bref, 6 grammes de potassium et je me prends pas nécessairement la tête, hein. Il y a principalement des courgettes, des bananes, un tout petit peu d'avoine et je consomme du lait mais pas dans des quantités monstrueuses. D'ailleurs, je pense que les produits laitiers, il n'y a pas nécessairement de souci tant que digestivement parlant ça passe bien pour vous. J'ai déjà entendu certaines personnes, ouais, tu fais du body, tu consommes des produits laitiers, t'es gay, bon au-delà du fait que c'est homophobe, ou si vous faites du body et que vous consommez des produits laitiers, vous faites pas de body, bon je pense que c'est extrêmement con et c'est assez réducteur en soi. Si vous n'avez pas de soucis de digestion, consommez des produits laitiers. Et honnêtement, c'est des bombes en termes de micronutriments, vous avez pas mal de calcium, vous avez pas mal de potassium, surtout qui sont faciles à obtenir. Même chose, si c'est difficile de faire rentrer des calories, ça reste des calories liquides. Je pense que ça peut être relativement intéressant. Pour le sodium, c'est simple, celle de table,
pareil, pour le potassium, admettons vous avez du mal, vous avez des options de sel type low salt, no salt, earth salt, je sais plus comment celui de la marque la baleine s'appelle, je crois que c'est le low salt ou no salt, vous regardez, et en fait c'est des sels qui sont de base enrichis en potassium chloride, ça vous permet d'augmenter un petit peu plus facilement vos apports. C'est typiquement des choses qu'on va conseiller aux personnes qui ont des problématiques type insuffisance rénale, maladie rénale chronique, ou même potentiellement des pathologies cardiaques, parce que ça leur permet d'augmenter un petit peu les apports à ce niveau-là. Maintenant, magnésium, ça va être compliqué à obtenir à travers l'alimentation, même si en réalité, oléagineux, aliments riches en cacao, ça peut être pas mal, mais vu la quantité de calories qu'il y a, ça va être compliqué de réussir à faire le job à ce niveau-là, en toute honnêteté, à moins que vous en consommiez des quantités monstrueuses de chez monstrueuses, mais je pense vraiment que même sur des diètes hautes en calories, c'est très compliqué d'atteindre ces totaux juste avec ça. Bon, il y a deux aliments que j'aime bien qui permettent de faire augmenter les totaux de manière assez rapide. Pareil, il faut que digestivement ça passe. Je pense pas que ce soit offert à tout le monde. Avoine, sarrasin, pour le coup c'est pas mal. Là vous pouvez assez facilement vous retrouver avec des quantités de magnésium au cours de la journée qui sont assez conséquentes. Au-delà du fait que je pense que l'avoine c'est intéressant avec le type de fibre que ça a, bêta-glucane, etc. Si vous voulez réguler un petit peu le cholestérol, ce genre de choses, c'est cool. Mais sinon, supplémentation en magnésium, bisglycinate ou citrate, les deux sont bien. Personnellement, je privilégie la forme bisglycinate que je consomme en majorité le soir, comme ça il y a un petit peu de molécules de glycine, ça permet de faciliter l'endormissement. Et pareil, juste attention au niveau du magnésium, niveau digestif, si ça passe pas, vous faites tout simplement en sorte de dispatcher un petit peu plus les prises et idéalement à prendre avec un repas. Et après pour le calcium, relativement simple, bon évidemment on l'a vu, vous avez les produits laitiers, vous avez les légumes verts, potentiellement moi j'aime bien aussi prendre des sardines avec des arêtes parce que ça vous permet d'en avoir, pendant les arêtes vous en avez un petit peu, donc c'est plutôt cool, ça fait un peu d'oméga 3, ça fait un petit peu de calcium avec. Et sinon relativement simple, tout simplement des eaux minérales, on les oublie souvent mais dans les eaux minérales vous avez pas mal de calcium. Et pareil, alors là il faut regarder, vous avez une grande disparité au niveau de la répartition des minéraux selon les eaux minérales que vous allez choisir. Donc là vous regardez potentiellement de quoi j'ai le plus besoin par rapport à ce que me fait ressortir mon chronomètre et vous allez choisir votre minéral en fonction, peut-être que ce sera de la Contrex, peut-être que ce sera, j'en sais rien moi, de la Montroucou, elle est pas très riche en minéraux la Montroucou, je vous dis des bêtises, mais vous avez saisi l'idée. Maintenant, juste un petit disclaimer, parce que généralement ça peut être un petit peu vendu, genre ouais les électrolytes ça va doper vos performances, etc. Oui, en vrai, si vous augmentez un petit peu vos quantités de sodium et de potassium, il y a moyen qu'au niveau des performances, si vous étiez relativement bas à ce niveau-là, vous sentiez une différence assez significative, et ce de manière assez directe. Sur le calcium et le magnésium, honnêtement vous attendez pas à grand chose. Le calcium, alors oui il va servir à la contraction musculaire, pour vraiment vous retrouver un peu en galère au niveau du calcium, au point que ça vient vous impacter sur votre capacité à produire de la force, je pense que c'est relativement compliqué, d'autant plus que votre organisme il a quand même une capacité de régulation au niveau des électrolytes qui est assez insane, c'est un truc qui est très très bien réglé pour le coup, sauf potentiellement s'il y a une pathorénale, là ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Mais et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et magnésium, en vrai là vous le sentirez moins, c'est plus sur la capacité à vous relaxer, que ce soit au niveau musculaire, système nerveux, donc ça jouera plus sur la récupération, mais évidemment, qui dit meilleure récupération, dit probablement une capacité à produire de la performance qui sera un petit peu plus importante à terme en soi. Et pour clôturer, parce que là je vais arriver à la salle, petit disclaimer, n'allez pas chercher des dosages qui sont strictement monstrueux ou quoi que ce soit sur les électrolytes, en particulier le potassium et le calcium. Pour le magnésium, j'ai envie de vous dire, vous montez un petit peu trop, à part vous retrouver avec un caca un petit peu mou le lendemain matin, il ne devrait pas vous arriver grand chose. Sodium, j'éviterai, pareil, si vous souffrez déjà d'hypertension, d'une tension un peu borderline, évitez, surtout que c'est celui où il y a beaucoup moins de chances que vous soyez réellement déficient à ce niveau-là, sinon vous achetez un tensiomètre pour checker, et idéalement même une prise de sang pour voir où vous vous situez au niveau des sanguins, au niveau des niveaux sanguins pour les électrolytes, mais le magnésium ce sera pas suffisant de faire la demande classique de la prise de sang. Mais du coup, évitez de surdoser le potassium inutilement, ça sert à rien de vous envoyer 10 grammes d'un coup en espérant que ça booste vos performances ou quoi que ce soit. Pour rappel, sodium et potassium, si vous voulez, ils vont tous les deux contribuer au message électrique que vous allez avoir au niveau des muscles. Le cœur est un muscle, ce serait chiant si il ne se contracte pas comme vous le souhaitez au moment où il est censé faire son job. Donc juste faire attention à ce niveau-là. Je pense que ça peut être bien. Pareil, si jamais vous souffrez de pathologie rénale ou potentiellement dans la famille, vous faites un check à ce niveau-là, parce que c'est quand même une personne sur 10, il me semble, en France qui en souffre, et ça peut créer des problématiques au niveau de la gestion des électrolytes, en gros votre capacité à réguler les taux que vous avez dans le sang. Donc vous faites juste attention à ce niveau-là. Même chose pour le calcium. Évitez d'envoyer des doses de zinzin, parce que je vois des gens, en plus ça m'embête, mais c'est quelqu'un que j'aime bien sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais qu'on a sûrement appris un peu sur les électrolytes il n'y a pas très longtemps, qui conseillait d'envoyer des doses de calcium très très élevées. Je sais que c'est quelqu'un qui en parallèle travaille avec des doses de vitamine C relativement importantes, typiquement dépasser les 1 gramme par jour. On sait bien, mais haute dose de calcium plus haute dose de vitamine C,
à terme, je pense que c'est un bon combo pour avoir des calculs rénaux. Alors, ça va pas engager votre pronostic vital, hein, c'est pas nécessairement quelque chose de très très grave ou quoi. Bon, je pense pas non plus que ce soit fun, et ce serait dommage que ça crée des lésions rénales qui perdurent en soi. Au niveau des recommandations, c'est relativement simple. Je ne vais pas vous en donner des précises. Encore une fois, c'est beaucoup trop dépendant de ce que vous pouvez avoir au niveau de votre prise de sang, au niveau du rendu, comment vous vous sentez au niveau des performances. Donc ça va être extrêmement, extrêmement large. Calcium, je vous dirais probablement 600 à 1000 mg par jour. J'irai pas les dépasser, sans avis médical ou quoi que ce soit. On peut monter potentiellement jusqu'à 2005, 2008. Je crois que c'est la recommandation maximale. Mais avis médical, c'est autour des 600, 1000, je pense que c'est très très bien. Magnésium, ce sera très dépendant de combien vous en avez dans votre alimentation. Il y a des gens qui sont probablement à 150 mg seulement par jour avec l'alimentation, donc là il faut peut-être envoyer niveau supplémentation. Et on a d'autres qui arrivent à monter facilement à 400-500 mg. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Ce qui est recommandé, il me semble, c'est de pas dépasser les 300-400 mg en supplémentation. Je pense que vous pouvez monter un petit peu au-dessus, à part un cacao, encore une fois, il ne va pas vous arriver grand-chose, mais allez-y progressivement ici. Potassium, aux alentours des 3500 à 5000 mg. Je pense que c'est bien, les recommandations de mémoire elles sont aux alentours des 3750 si je dis pas de bêtises en Europe. Et pour le sodium, j'aurais tendance à vous dire aux alentours des 1500 à 3000 mg. Je pense que c'est bien. Je pense pas que vous devriez tout de suite vous dire je vais faire comme les gros body. Sans parler du fait que ces personnes-là, généralement, ils vont prendre des produits ou quoi que ce soit. Ça va jouer sur tout le système de régulation que vous allez avoir au niveau du sodium et du potassium. Les besoins sont évidemment augmentés. Donc n'allez pas vous envoyer des 8-10 grammes comme vous pourriez voir chez vos athlètes préférés. Vous ne fonctionnez pas du tout de la même manière. Vous n'avez sûrement pas la même sudation. Vous n'avez sûrement pas les mêmes besoins non plus d'un point de vue contraction musculaire et production de force. Restez sur les recommandations générales. Je crois qu'on est entre, je sais plus si c'est 1500 ou 2300 mg pour le sodium. Je crois que 1500 c'est peut-être la tranche basse et 2300 c'est la tranche haute. Si vous êtes actif, que vous transpirez un petit peu, etc., je pense qu'entre 1500 et 3000 mg c'est amplement suffisant. Et faites attention parce que le sodium, encore une fois, vous pouvez l'atteindre très très vite. Il suffit qu'il y ait quelques tranches de pain de mie qui passent par-ci par-là, un petit truc un petit peu préparé, potentiellement vous aimez bien rajouter quelques sauces, les sirop zéro, etc. Et vous avez un épice, je sais pas moi, poulet mexicain, ce genre de truc, et au final vous regardez la compo, vous vous apercevez qu'il y a 50% de sel, et du coup vous envoyez l'épice parce qu'il est vlabon, vous vous dites c'est du 100 calories. Dans l'idée, oui. Par contre, là, vous vous retrouvez vite à ajouter 3-4 grammes de sel sans vous en rendre compte, et ça peut vite faire monter le total de sodium en soi. Donc soyez juste vigilants à ce niveau-là. De toute façon, si ça vous intéresse, parce qu'en vrai là je me rends compte que c'est quand même un petit peu décousu mine de rien, parce que j'ai un peu fait ça à l'arrache sur le trajet, mais je pense que vous avez quand même pas mal de petites infos qui sont relativement sympas à ce niveau-là. Je vais vous écrire un mini guide très très simple, je vais faire en sorte que ça puisse être facilement lisible en l'espace de seulement 3-4 minutes maximum. Vous allez sur mon Instagram, le lien il va être dans la description, vous m'envoyez un message pour avoir le petit guide sur les électrolytes, et je vous l'enverrai, comme ça vous aurez un récap, histoire que ce soit un petit peu plus structuré pour être sûr que vous ayez bien compris à ce niveau-là. Bon. Je vous laisse, étant donné que j'ai déjà un petit peu de retard, je vais éviter d'allonger. Je pense qu'en plus ça fait déjà un long moment que je filme. Ouais, ça n'a pas du tout tenu en 10 minutes comme je l'avais souhaité, comme d'habitude. De toute façon, on se retrouve pour la séance jambes. Bon alors du coup, ici, séance jambes, le choix des exercices est un petit peu différent de ce que je fais habituellement, tout simplement parce que je suis pas dans la même salle. Là typiquement d'habitude je suis sur un leg curl assis Technogym. Il y a plusieurs versions qui existent. Sur la version que j'ai dans la salle où je m'entraîne habituellement, le deuxième boudin, celui qu'on vient apposer au niveau des tibias, je peux le régler, en gros régler à quel point il va venir presser ces derniers et donc faire en sorte que celui-ci ne bouge pas sur les tibias, ce qui n'était pas le cas de celui qui était disponible dans cette salle là. Je l'ai tout simplement pas effectué du coup parce qu'après une série je me suis aperçu qu'à 35 kg c'était déjà galère niveau stabilité, sachant que d'habitude je travaille aux alentours des 75, c'était non négociable. Les séries de 50 c'est pas spécialement ce qui me fait le plus plaisir ou qui m'intéresse en soi. Donc là, leg curl debout à une jambe, ça me permet de travailler les ischio-jambiers. En effet, la courbe de résistance de l'exercice est un peu différente, le degré d'étirement que je vais avoir au niveau des ischios est un petit peu différent aussi. Honnêtement, est-ce que c'est très très grave? Non, je suis en vacances, l'objectif c'était tout simplement d'avoir suffisamment de volume au niveau des ischio-jambiers, et je vous invite à faire pareil quand vous êtes en vacances. Ne vous prenez pas trop la tête, si vous avez la possibilité d'effectuer le même exercice, effectuez-le. Si c'est sur la même machine, c'est encore mieux en soi. Maintenant vous êtes beaucoup dans des fitness parks Basic Fit, donc je pense que ça peut relativement bien se faire vu qu'il y en a un petit peu partout en France. Et si c'est pas faisable, vous prenez tout simplement un exercice qui travaille le même groupe musculaire, vous faites en sorte d'avoir assez de volume et c'est ok. Seule petite chose que vous pouvez potentiellement faire si vous êtes sur un exercice qui est très très nouveau, peut-être essayer de conserver 1-2 RIR et éviter d'effectuer des séries trop longues pour limiter les dommages musculaires et potentiellement des courbatures un petit peu trop importantes que vous pourrez avoir et qui impacteraient le reste des séances. Mais encore une fois, je pense que vous êtes en vacances, la récupération est bonne et l'objectif c'est de se faire plaisir aussi. J'irai pas trop me prendre la tête à ce niveau-là non plus.
Deuxième exercice de la séance, relativement simple, un petit peu de leg extension, comme quasi toutes mes séances jambes, j'ai mon leg extension qui est positionné avant les mouvements polyarticulaires pour les quadriceps. La raison est simple, enfin en réalité il y en a deux. La première c'est tout simplement que je préfère travailler mes quadriceps en position raccourcie au début, parce que généralement c'est la position sur laquelle on fatigue le plus vite et ça devient plus difficile de performer sur cette dernière au fur et à mesure qu'il y a de la fatigue qui s'est installée. Encore que, au fur et à mesure qu'on s'habitue à travailler de la position raccourcie après de la position étirée, je pense honnêtement que l'impact en performance reste relativement négligeable, mais c'est une explication qui est souvent donnée, elle tient la route, sauf si l'inverse a été effectué pendant longtemps, je pense que ça tient plus tellement, mais là c'est tout simplement une question de préférence personnelle aussi, et deuxièmement, tout bêtement parce que j'ai des petites douleurs au dos qui traînent, rien de bien méchant, mais ça impacte ma capacité à vraiment envoyer la sauce au niveau des polyarticulaires, typiquement comme celui-ci, donc je préfère fatiguer mes quadriceps pour justement ne pas avoir besoin d'utiliser des charges tout aussi importantes, enfin trop importantes plutôt, sur mes mouvements polyarticulaires, et quand même me retrouver à l'échec en soi, ce qui est toujours pratique. Là, presse circulaire, tout simplement parce que la technologie m'était prise et il y avait un groupe de potes qui étaient 3 dessus, du coup ça allait très très long pour réussir à l'obtenir et on n'allait pas pouvoir tourner à 4 dessus, donc là je suis tout simplement parti sur cette presse là, c'est pas très très grave, ça a fait le job. Alors pour le coup en termes de focus quadriceps c'était pas le meilleur choix non plus, j'aurais peut-être dû partir sur une presse linéaire à une jambe technogine, mais celle-ci on va dire qu'elle m'a fait de l'œil, j'avais envie de m'amuser à ce niveau là, il y avait quand même beaucoup d'adducteurs qui étaient recrutés sur ce pattern là, un petit peu de quadriceps quand même, ça reste ok. Bon, là sur cette série-là, c'était relativement long. Je sais même pas si je vous l'ai mise en entier, parce que de mémoire, elle était très très longue à 4 plaques, et du coup on peut voir qu'après je suis passé à 5 plaques, tout simplement parce que, ce que je vous disais plus tôt, pas nécessairement envie d'effectuer des séries trop longues en soi, vu que c'est un nouvel exercice, et sinon, voilà les courbatures le lendemain qui impacteraient les prochaines séances. Et tout bêtement parce que c'est les jambes et je suis pas un grand fan de faire des séries à rallonge sur les exercices jambes en soi, et je pense honnêtement que c'est beaucoup plus difficile de se rapprocher de l'échec musculaire plus vos séries sont longues, tout simplement parce que vous vous exposez à un nombre de répétitions difficiles qui est plus important, le challenge et l'inconfort psychologique auquel vous faites face sont plus longs aussi, donc évidemment il y a plus de chances que vous abandonniez relativement tôt, ou en tout cas avant de vous être suffisamment rapproché de l'échec musculaire en soi. Là pour le coup, ouais, en effet, c'est un petit peu plus longue. On peut voir que j'effectue des petites pauses au long du mouvement, chose que je ne recommande pas nécessairement en soi. Là pour le coup c'est vrai que j'en avais besoin parce que j'étais pas encore hyper à l'aise au niveau des paramètres sur cette machine là, tout simplement parce que je suis pas habitué à bosser dessus, mais idéalement ce que je vous invite à faire c'est d'éviter d'effectuer ce genre de pause. Ça vient encore une fois rallonger votre série, probablement plus fatiguer votre cardio qu'autre chose, et plus vous rallongez la série, plus ça va être difficile de se rapprocher de l'échec encore une fois, et quand vous faites ça, vous êtes tout simplement en train d'effectuer un espèce de rest-pause intra-série qui n'était pas spécialement souhaité, et ça peut créer, alors ça peut créer beaucoup de stimulus si c'est relativement bien fait, par contre le coup en fatigue derrière est quand même relativement important en soi. Et de nouveau, une troisième série à ce niveau-là, parce que je me suis rendu compte que derrière ça allait être un petit peu galère. De base, je devais avoir 2 sets de leg extension, 2 sets de presse à cuisse, 2 sets de hack squat, mais même chose, le hack squat était pris, donc je me suis dit que j'allais envoyer une troisième série, c'est pas grave, j'avais seulement 5 séries pour les quadriceps au lieu de 6 sur cette séance-là, j'avais pas nécessairement envie de trop patienter, donc c'est pas grave, je note tout simplement qu'il me manque une série, encore une fois, je suis en vacances, j'ai pas nécessairement accès au même matériel, et je rattrape la série manquante sur la prochaine séance jambes, c'est pas du tout quelque chose de très très gênant en soi, encore une fois, quand c'est comme ça, n'hésitez pas à vous adapter un petit peu sur le tas. Dans l'idéal, évidemment, si vous voulez un truc ultra calibré, vous faites en sorte de suivre votre programme à la lettre. Là honnêtement il y avait beaucoup trop de monde et je souhaitais pas patienter 20-25 minutes ou me dire je fais mon cardio et je reviens potentiellement sur un hack squat après 30 minutes de cardio, pas faisable en soi, donc c'est pas très très grave. Et pour le récap de la séance, histoire que vous ayez tout, du coup il y avait 3 séries de leg curl, 2 séries de leg extension, si j'avais su que j'aurais passé à 3 séries de 7 presse à cuisse circulaire, 2 séries d'adducteurs, 2 séries d'hyperextension et 3 séries de mollets. Allez, j'en profite pour vous parler d'un sujet, parce que bon, vous montrez mes repas, etc. Je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse. Honnêtement, je trouve pas ça particulièrement passionnant, les full day of eating. Mais ça me fait penser, je vous ferai probablement une vidéo sur comment construire votre diète facilement. Je pense que ça pourrait être pas mal, à mon avis, je pourrais vous faire ça sur un format relativement court d'une quinzaine-vingtaine de minutes avec les bases, et honnêtement, ce sera amplement suffisant pour que vous ayez une diète qui fasse très très bien le job. Mais là aujourd'hui, je faisais la grosse majorité de mes bilans, et il y a quelque chose qui revient assez régulièrement dans pas mal de bilans, c'est évidemment quand je viens faire des correctifs au niveau des exécutions ou quoi que ce soit, c'est la question de l'intensité.
à quel point vous êtes capable de vous rapprocher de l'échec musculaire. Jusqu'ici, je vous apprends rien, c'est relativement important d'être capable de le faire. Est-ce qu'il faut absolument aller à l'échec ou à RIR 0 ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire sur la grande majorité des exercices. À mon avis, le RIR 1 est probablement plus intéressant sur les gros polyarticulaires ou quoi que ce soit. Sur les exercices d'isolation, mon conseil général, ce serait pour tout le monde, aller à RIR 0, il y a très peu de chances que vous y soyez de toute façon, et pour le peu de fatigue que ça va générer de toute façon, s'il n'y a pas de dégradation technique, s'il n'y a pas de douleur qui surviennent ou quoi que ce soit, je pense que le RIR 0 est beaucoup plus rentable en soi. Après, évaluer en fonction de votre progression en performance ou quoi que ce soit, mais ce serait à nuancer aussi. Mais généralement, c'est qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous assurer de vous entraîner suffisamment proche de l'échec, ou en tout cas, réussir à faciliter petit à petit le fait de s'approcher de l'échec. Et parce que là, il y en a qui vont se dire, oui, bah, l'objectif, c'est tout simplement de réussir entre guillemets à se mettre tarif et voilà, faut envoyer. Dans l'idée, il y a évidemment de ça, mais la première chose qu'il faut réussir à réaliser, c'est quoi le delta entre ce qui est réellement s'entraîner intensément et où vous vous situez actuellement. L'objectif, c'est de réussir à quel point, l'objectif, c'est de réussir à réaliser à quel point, votre référentiel est différent du référentiel de quelqu'un qui est entraîné et du coup du bon référentiel en soi. Et il y a un exercice que j'aime bien donner, du coup c'est généralement des profils qui ont un petit peu moins d'expérience, c'est évidemment leur expliquer qu'en effet on est censé voir un ralentissement de la vitesse des répétitions sur la phase concentrique au fur et à mesure qu'on approche de l'échec musculaire. Évidemment, vous allez observer un nombre de répétitions plus ou moins importantes qui vont ralentir en fonction de si vous êtes sur un exercice attention contraction ou attention d'étirement. Vous prenez un mur plus ou moins rapidement en fonction de la nature de l'exercice, mais on va éviter d'aborder ce truc-là, on va rester relativement simple. C'est déjà leur expliquer cette notion-là, et ensuite, le petit exercice, ce que je vous invite à faire aussi de toute façon, et même moi ça m'arrive encore de le réaliser de manière occasionnelle quand je commence à remettre un petit peu en question mon intensité suite à l'observation de quelques vidéos d'entraînement ou quoi que ce soit, c'est directement quand vous sortez de votre série de travail, vous notez le nombre de répétitions en réserve que vous pensez avoir. Je sais pas, admettons, vous sortez de votre presse à cuisse, vous vous dites, en vrai il m'en restait une. Ok, vous le notez. Le soir, après avoir réalisé votre séance d'entraînement, je vous invite à faire la seconde partie de l'exercice plus tard, pas directement à la fin de la séance, mais quelques heures plus tard. Une fois que la séance n'est plus nécessairement très fraîche dans votre tête et que vous avez eu le temps de vous reposer, que l'effort et l'inconfort ne sont pas encore quelque chose de relativement récent dans votre esprit. Et là, vous observez vos vidéos d'entraînement et vous venez réattribuer de nouveau une note. Et là, vous allez vous apercevoir que généralement, il y a un delta relativement important qui va ressortir. Et généralement, vous avez une tendance, potentiellement une tendance de 2-3 RIR d'écart. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'identifier déjà potentiellement le type d'exercice ou bien les groupes musculaires sur lesquels vous avez un écart plus ou moins important. Et ça vous permet tout simplement de vous dire, ok, très bien, sur les quadriceps, je sais que généralement, le delta entre l'intensité que moi je perçois et l'intensité que j'arrive réellement à déployer, il est probablement de 2 à 3 RIR. Et ça vous permet de vous indiquer, très bien, quand je suis à la salle et que je suis en train de mettre entre guillemets mon tarif sur ma série, je sais que quand je pense être proche de l'échec, que je suis à mon soi-disant RIR 1, en réalité je suis sur 3-4. Donc je sais qu'il faut que j'aille en chercher 3-4 de plus. Et ça c'est vachement intéressant, tout simplement parce que ça vous donne une donnée chiffrée et vous avez réellement un objectif à atteindre, plus que quelque chose de très vague comme cherche à te dépasser, donne-toi plus. En vrai, je suis entièrement d'accord, l'objectif c'est de se mettre un tarif et c'est de se la donner. Mais cherchez à se donner des objectifs qui sont plus facilement quantifiables, que vous pouvez réussir à compter, à faire par palier de une répétition. Si vous avez du mal, ou potentiellement si vous êtes coach et que vous avez des clients qui ont du mal, je pense que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Et pareil, admettons si vous êtes coach aussi, parce que potentiellement je sais que c'est une erreur que je pouvais faire à mes débuts, au lieu de dire à un client là il te restait, surtout les clients qui sont un peu plus débutants, il y en a, je pense que voilà, vous pouvez peut-être rentrer un petit peu plus dedans ou quoi que ce soit, surtout si vous les connaissez plus, selon le profil on va dire psychologique de la personne, mais au lieu de leur dire là c'est sûr il te restait 2-3 répétitions, il faut que tu te donnes plus, essayez peut-être tout simplement de leur dire là tu es capable de réaliser encore plus que ce que tu penses. Tu es plus fort que ce que tu crois. C'est certain que tu aurais pu réussir à faire, je sais pas moi, 200 kg pour 10 répétitions à la presse à cuisse. Essayez plutôt de les valoriser.
montrez-leur en fait qu'ils ont toutes les raisons d'avoir encore plus confiance en eux, qu'ils ont toutes les raisons justement et qu'ils ont les preuves visuelles à travers ce que vous leur montrez en vidéo, d'être capables de faire encore mieux que ce qu'ils ont déjà réalisé, alors qu'ils sont déjà probablement fiers de leur progrès. Et je pense que c'est beaucoup plus positif de l'amener comme ça, et honnêtement, depuis que je travaille de cette manière-là, enfin en tout cas que j'aborde le sujet de cette manière-là, généralement c'est beaucoup plus sympa, et je m'aperçois que l'intensité elle progresse beaucoup plus vite la plupart du temps. Et pour clôturer rapidement cette partie-là, même chose, dites-vous bien quand vous cherchez à pousser votre intensité, à tout mettre en place pour réussir à vous entraîner avec suffisamment d'intensité, votre objectif principal, c'est de faire en sorte que toutes les notions d'inconfort perçues sur l'exercice soient entre guillemets inexistantes, à part la notion d'inconfort qui est relative à l'effort que vous allez déployer. Je vous prends un exemple tout bête, un truc très très con. Vous faites votre squat à la Smith Machine ou votre squat barre libre. Vous savez, il y a souvent cette petite mousse là que certaines personnes peuvent mettre ou quoi que ce soit, et tout le monde sur les réseaux sociaux va se mettre à dire « Ah ouais, ça c'est un truc pour les femmes, ça c'est un truc pour les fiottes ». Bon, au-delà du fait que ce soit un peu homophobe et misogyne comme manière de voir le truc, on passera là-dessus. Je pense que c'est un très très bon ustensile à utiliser. Si jamais vous avez quelqu'un qui va avoir des douleurs cervicales, parce que la barre vient le comprimer un petit peu, parce qu'il a encore du mal potentiellement à réussir à engager ses trapèzes correctement ou quoi que ce soit, ou qu'il n'y a tout simplement pas suffisamment de viande à ce niveau-là. Si vous avez des clients qui sont très très fins, potentiellement anorexiques, ils auront bon serrer leur trapèze comme ils veulent, ça va venir compresser au niveau des cervicales, ça va pas nécessairement être quelque chose de très très agréable en soi. Dans ce cas-là, le fait de mettre la mousse, si ça permet de réduire l'inconfort, si ça permet de retirer une douleur qui est totalement inutile à l'exercice, et que ça leur permet de se concentrer un peu plus sur la technique et pousser l'intensité, dans ce cas-là, c'est une win-win. Il ne faut pas dire à ces gens d'arrêter. À partir du moment où la mousse est bien placée et qu'elle ne va pas glisser, et c'est facile de faire en sorte qu'elle ne glisse pas d'ailleurs, ça c'est souvent l'argument qui est avancé, mais il est totalement débile en soi, le truc ne se met pas à rouler, vous n'avez même pas mis d'huile sur votre barre et à l'intérieur de votre mousse. Je pense que c'est une bonne chose. Et pour les gens qui trouvent ça un petit peu bizarre et qui ont peut-être du mal à se remettre en question, je sais pas. Si vous voyez bien potentiellement le leg extension Technogym, qui est peut-être, on va dire que voilà, il a du vécu, il a une dizaine d'années, il a été poncé, et la mousse elle commence à être déchirée ou quoi que ce soit, et vous envoyez le stack et vous rajoutez potentiellement 30 à 40 kg sur le gym pin, et c'est en train de vous déglinguer les tibias. Et vous êtes obligé d'arrêter votre série prématurément. Les personnes qui sont relativement avancées ont déjà vécu ça, et même sans être avancées, il y a des stacks Technogym sur certains types de leg, enfin sur certaines générations de leg extension qui sont relativement légers, donc ça a pu vous arriver. Vous rajoutez un tapis et vous le pliez, et vous vous dites pas « Ah, je suis une femme, je suis une petite fiotte, j'ai rajouté une mousse pour mes petits tibias ou quoi que ce soit ». Non, vous vous dites juste « Je fais en sorte d'optimiser les choses pour retirer tout facteur d'inconfort, toute douleur, pour réussir à me concentrer au maximum sur le seul inconfort qui compte, ma capacité à déployer de l'intensité ». Alors là, je vous prenais l'exemple avec les petites mousses ou quoi que ce soit, mais vous voyez bien qu'il y a pas mal d'exercices où c'est des choses que vous êtes capable de mettre en place. Maintenant, je vous laisse réfléchir, faire le tour des exercices sur lesquels vous pouvez rencontrer des problématiques comme ça, et voir quelles sont les petites optimisations que vous pouvez réussir à mettre en place. Mais du coup, chercher à pousser l'intensité, vous voyez bien que c'est plus et beaucoup plus nuancé que simplement il faut se la donner. C'est dans la tête, il y a pas mal de choses que vous pouvez réussir à mettre en place pour faciliter justement le développement de cette intensité, que ce soit chez vous ou même chez vos clients si jamais vous êtes coach. Et sur ce, je finis ce repas et je pense qu'on se retrouvera ce soir pour le dernier repas et un débrief rapide de la journée sur la partie nutrition comme je vous le disais. Bon, dernier repas, on va avoir un petit peu de pain de mie. Attendez, je vais vous reprendre ça parce que il a été préparé il y a un moment, donc j'ai plus exactement les ingrédients en tête. Alors, au niveau du dernier repas, c'est relativement simple. On va du coup avoir sardines à l'huile d'olive. Je vais avoir une boîte, je sais plus, c'est à peu près 95 grammes. Je prends l'huile d'olive qui est avec, parce que de toute façon, en termes de lipides sur cette journée-là, je ne suis pas nécessairement très élevé, comme sur la plupart de mes journées de jambes. De toute façon, je me laisse un petit peu plus de glucides. Généralement, j'augmente les lipides sur mes journées de repos, et c'est aussi les journées d'ailleurs sur lesquelles je décale mon premier repas. Mais je vais vous parler un petit peu de ce que je faisais au niveau de la cut, etc. et ce que je vais continuer à faire durant les quelques semaines qui restent du coup. Sardines, ce que je vous disais, à peu près 95 grammes. On a l'huile d'olive qui va avec. Pommes de terre, 500 grammes. Le pain de mie, on a 80 grammes du coup. Et de nouveau,
100 ml de lait. Et ça nous fait un total pour la journée, donc c'est relativement simple. Vous voyez, les choses relativement importantes que je vous conseillerais d'aller regarder au-delà des macronutriments que vous allez avoir, parce qu'avoir votre répartition en effet de protéines, glucides, lipides, je pense que c'est bien, mais pour le coup ça ne se résume pas à ça. Votre organisme, pour réussir à fonctionner correctement, il a besoin d'autres choses en soi. Vous avez besoin de vitamines, évidemment de minéraux, chose qu'on a déjà abordé un petit peu dans la matinée, là, ce que je vous expliquais quand on était en voiture. Donc, moi généralement, ce que j'utilise comme application, c'est simple, c'est Chronometer. Étant donné que là, il y a quelques aliments que j'ai dû switcher par rapport au plan que je suis habituellement, ça me permet de m'assurer que je suis à peu près dans les clous à ce niveau-là. Même chose, votre objectif, c'est entre guillemets, vous avez le 100%. L'objectif, c'est pas absolument de viser un 100%. Si jamais vous êtes à 95, c'est pas un échec, c'est une réussite à 95%. Ne vous dites pas, c'est un échec, j'ai pas atteint les 100%. Mais du coup, les choses relativement importantes là pour cette journée, et vous voyez en vrai, la diète, elle est quand même relativement simple. Il n'y a pas non plus une variété qui est monstrueuse ou quoi que ce soit. L'idéal, ce serait probablement d'essayer de varier un petit peu plus les légumes, mais là, honnêtement, c'était galère d'un point de vue préparation, donc je fais comme ça. De toute façon, j'ai un petit peu de variété au niveau des fruits, etc. Et avec les différents aliments que je vais avoir, on va dire que c'est suffisant. Mais vous voyez, typiquement au niveau des fibres, on se retrouve à peu près à 43,5 grammes, ce qui est très très bien honnêtement par rapport au total calorique de la journée, du coup qui se situe à 3800 et des bananes. Au niveau du calcium, pareil, on est à 971 mg, donc quasiment 1 gramme, c'est bien, c'était l'objectif recherché. Potassium, parfait aussi. Enfin, en tout cas par rapport aux objectifs que je m'étais fixé, on est à 6036 mg, mon objectif il est à 6000 du coup, et au niveau du sodium c'est relativement simple, et je parle bien de sodium, je ne parle pas de sel, je suis tout simplement à 4000 mg, autrement dit 4 grammes. Comme je vous l'ai dit évidemment, objectif, à partir du moment où vous êtes sportif, potentiellement vous avez une sudation relativement importante, si votre environnement fait... Typiquement s'il fait chaud ou quoi que ce soit, comme actuellement où c'est l'été, personnellement je transpire assez facilement depuis que je suis petit ou quoi que ce soit, pareil en ce moment j'ai pas mal de cardio et tout, c'est pour ça que j'augmente tout simplement un petit peu les apports en sodium. Ce que je vous expliquais dans la matinée de toute façon. Et après au niveau des différents vitamines et minéraux, bon en vrai on va pas s'embêter mais tout a été relativement bien coché, je verrai si je vous mets un récap en entier ou si je vous mets juste les macros et les électrolytes, étant donné que c'était plus ou moins le récap de la journée. Et évidemment, j'ai un petit peu moins abordé la question du magnésium, parce qu'on se concentre de toute façon. Enfin, nous, ce qui nous intéresse plus pour la partie performance, de toute façon, en réalité, ça va être sodium et potassium, et secondairement, on va dire calcium et magnésium. Magnésium, évidemment, je me supplémente. Pour le coup, la supplémentation en magnésium, pardon, c'est relativement simple. J'ai tout simplement 400 mg de magnésium bisglycinate le soir, avec mon dernier repas. Pourquoi du bisglycinate ? Tout simplement parce que du coup, il va y avoir des molécules de glycine et ces dernières vont aider à l'endormissement. Ça, je l'avais déjà expliqué dans un podcast précédent, celui sur le sommeil. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il est relativement court en plus. Pour une fois que je faisais une vidéo relativement courte qui était un format éducatif pur. Le fait de prendre votre magnésium le soir, c'est pas le magnésium, l'élément à proprement parler, qui va vous aider à mieux vous endormir et qui va vraiment jouer sur votre sommeil. Ce qu'on voit, c'est en effet que les personnes qui sont carencées en magnésium, ce qui représente une grande majorité des personnes, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle française, si jamais il y a une carence à ce niveau-là, une déficience plutôt, vous allez vous retrouver avec un impact négatif au niveau du sommeil. Et à partir du moment où on arrive à retrouver les apports qui sont corrects, peu importe le timing de prise, on s'aperçoit que sur la partie sommeil, ça s'améliore. Ce qui fait qu'avec le magnésium bisglycinate, vous avez vraiment une amélioration entre guillemets directe due à ce timing de prise. C'est tout simplement le fait qu'il y ait une molécule de glycine, et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des gens qui généralement vont prendre de la glycine le soir avant de dormir, justement parce que ça les aide à ce niveau-là. Pour clôturer la vidéo, je pense que ça peut être intéressant d'aborder un point, parce que c'est une discussion que j'avais avec une coach que j'avais en consultation la semaine dernière, et on parlait un petit peu de déficit calorique, etc. Et je lui expliquais du coup un petit peu les ajustements que je pouvais faire sur moi, on prenait différents exemples, et du coup il y avait celui d'un client, il y avait le mien aussi. Pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de conserver des calories qui sont relativement hautes en soi, vu qu'on est à peu près à... La moyenne hebdomadaire, elle se situe, il faudrait que je reprenne le document, mais on est aux alentours des 3600 environ, ce qui reste relativement élevé comparativement à mon poids de corps. Et j'ai plutôt fait le choix tout simplement d'avoir une dépense un petit peu plus importante. Il faut savoir que je fais quand même pas mal de cardio en ce moment, j'ai aussi un nombre de pas qui est relativement important. En gros, pour vous faire un topo au niveau de la dépense, on a à peu près 5 séances de musculation qui durent grosso modo 90 minutes pour la plupart d'entre elles. On va faire une moyenne à la louche. Les séances jambes sont un petit peu plus longues, j'ai une séance bras-épaules qui est quand même un petit peu plus courte en soi et surtout beaucoup moins demandante.
On va avoir 10 à 12 000 pas par jour. Pareil, je ne me prends pas spécialement la tête à ce niveau-là. Je suis entre 10 et 12 000. Je ne me suis pas fixé un objectif ultra précis. Comme ça, en fonction des journées, si c'est un peu galère, c'est niveau timing, boulot ou quoi que ce soit. Si je suis à 10 000, on va dire que c'est le minimum. Et 12 000, c'est très très bien. Et de toute façon, je suis généralement à 12 000 à la fin de la semaine. Ça me permet de moduler un petit peu en fonction des journées. Et derrière, au niveau du cardio, c'est relativement simple. Je vais avoir un bloc de cardio de 30 minutes à la fin de chacune de mes séances où je travaille le haut du corps, donc à savoir les 2 uppers et la séance bras plus épaules. Donc là, ça nous fait 90 minutes de cardio au total. Sur ma journée de repos, du coup, du mercredi, je vais avoir cette fois-ci 1 heure de cardio. Donc là, simple, marche sur tapis incliné. Et le dimanche, 2e jour de repos, du coup, où là, je vais de nouveau avoir du cardio. Et cette fois-ci, c'est tout simplement une sortie run, et là pareil je vais faire 60 minutes. Bon là la semaine dernière c'était un petit peu différent, vu que je suis en vacances j'en ai profité, j'ai juste fait un aller-retour en vélo, j'ai run à peu près, je sais plus, c'était environ 6 km, ça représentait à peu près 20-25 minutes, et après je suis reparti de nouveau à vélo, mais ça représentait à peu près 1 heure en soi. Donc ça vous fait quand même un total de cardio sur la semaine qui est relativement élevé, si on peut dire ça comme ça fait un total de 3h30, ça peut être relativement conséquent pour certaines personnes. Et pourquoi j'ai fait ce choix là? Alors les raisons elles sont relativement simples. De 1, j'ai le temps, parce que j'organise tout simplement mes journées comme je le souhaite, et potentiellement quand moi je vais faire mon cardio, typiquement sur le tapis ou quoi que ce soit, en fait c'est pas nécessairement du temps où je vais uniquement l'attribuer au cardio. C'est ce que je fais la plupart du temps en fait, je prends mon téléphone, soit potentiellement je vais écrire la description d'un post ou quoi que ce soit quand je suis relativement régulier sur la com, ou ce que je fais le plus souvent du coup, c'est tout simplement je vais prendre le téléphone pour répondre au WhatsApp des clients. Du coup pour moi c'est pas gênant d'intégrer autant de cardio, sauf en effet le cardio du dimanche, mais quel seul où je vais courir, et là je peux pas faire autre chose. Mais sinon tous les autres cardio à chaque fois, ils se font quasi systématiquement sur du tapis incliné. Donc en soi ça passe très très bien. Du coup j'ai tout simplement le temps. Et de 2, tout simplement parce que j'aime manger, j'ai retrouvé beaucoup d'appétit et ça me fait plaisir. La digestion ça se passe très très bien aussi, donc tant mieux. Et j'ai tout simplement envie de faire du cardio, me dépenser en ce moment. Ce que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, mon objectif c'est aussi d'améliorer pas mal mes performances au niveau running ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'objectif d'Irox, ce genre de choses, mais j'ai juste envie à terme si possible de réussir à me tenir un semi aux alentours des 4 minutes ou kilos, ce serait le minimum que j'aimerais, si possible un petit peu en dessous, genre un 3,45, je pense que ce serait pas mal, et honnêtement je pense que c'est réalisable. Ça dépendra du poids auquel je vais remonter durant la prochaine phase de prise de masse. Là on verra, c'est sûr que si on dépasse les 95 kg, je pense que ce sera sûrement un peu compromis de descendre sous les 4, mais déjà si on arrive à faire un semi sur du 4 minutes, je pense que ce sera une performance qui sera très très louable, en tout cas moi qui me contentera totalement. Mais pour revenir sur le sujet du déficit calorique, du coup, là je vous prends tout simplement un exemple. En fait, votre objectif, quand vous cherchez à cut de toute façon, c'est juste réussir à mettre en place votre déficit calorique. Typiquement, les mecs que vous voyez en prépa qui peuvent être très très secs ou quoi que ce soit, le fait de déployer du cardio, ça va pas être magique. Le fait de déployer du cardio en intensité, HIIT, etc., ça va pas être magique non plus, sauf si on part vraiment dans des protocoles de zinzin, vous venez déployer certaines molécules, etc. Mais c'est pas des sujets que j'aborde sur cette chaîne de toute façon, c'est pas la clientèle que j'ai, c'est pas les choses que je pratique de toute façon non plus. Mais tout ce que vous devez faire, c'est mettre en place votre déficit calorique. Et ce qui va honnêtement primer sur quel levier vous allez activer entre step, on va dire dépenses un petit peu simples de la journée, step, cardio ou alimentation, les calories entrantes, c'est tout simplement qu'est-ce qui est le plus simple pour vous d'un point de vue adhésion pour réussir à maintenir ce déficit calorique. Dans mon cas, j'avais envie de faire du cardio, ça me fait plaisir de faire du cardio. Typiquement sur mes jours de repos, j'aime me lever tôt, j'aime aller faire mon heure de cardio le matin parce que c'est extrêmement agréable et je pense que c'est quelque chose que je vais conserver même durant la phase de prise de masse. Je vais devoir diminuer un petit peu le cardio honnêtement parce que sinon ça va probablement me forcer à monter trop en calories et je sais que le digestif il va pas nécessairement tenir à ce niveau-là. Mais aussi bête que ça, si vous d'un point de vue timing, vous n'avez pas nécessairement le temps de réussir à positionner autant de cardio ou quoi que ce soit, acceptez que vous allez devoir activer le levier alimentation un petit peu plus. Et si jamais ce levier alimentation, vous ne voulez pas trop jouer dessus, dans ce cas-là, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà évidemment jouer sur votre volume alimentaire, ce genre de choses. Pareil, j'essaierai sûrement de faire une vidéo un jour sur comment mettre en place un déficit calorique facilement. Il faudra que j'y pense, il faut que je le note. Et après, même chose, si jamais vous souhaitez implémenter du cardio, vous n'êtes pas nécessairement obligé
de vous faire un cardio entre guillemets basse moyenne intensité, le classique qu'on pourrait qualifier de zone 2 entre 120 et 140 BPM. Bon pareil, on va pas rentrer dans les zones de cardio parce que c'est pas tellement associé à vos BPM, il y a d'autres choses à prendre en compte, mais on va dire zone 2 égale 120-140 BPM, grosso modo, vous arrivez à être en respiration quasi nasale si vous voulez. Vous pouvez très bien faire des cardio un petit peu plus haute intensité. Et typiquement, ça me fait penser au bilan que j'ai eu avec Lucas il n'y avait pas très longtemps. Un élève qui a perdu vachement de poids. Là, sur les 6 derniers mois, on a drop à peu près 20-25 kg, donc très content. Lucas, il y avait 1 ou 2 semaines où il était un peu rush niveau timing. On n'avait pas nécessairement envie de baisser les calories. Enfin, j'avais pas nécessairement envie de les baisser tout simplement parce que d'un point de vue adhésion, ça faisait 6 mois que Lucas, il était parfait à ce niveau-là. La diète, elle se passait très bien. J'avais pas nécessairement envie de venir toucher à ça. Les habitudes étaient fixées. Je voulais pas prendre de risques là-dessus. On s'est tout simplement dit, bah écoute, viens, les steps t'auras pas le temps, le cardio t'auras pas le temps d'en faire autant, on bombarde au niveau du cardio. Tu vas prendre un petit peu plus cher, c'est sûr, tu vas te mettre à une vitesse de 5 km/h, 6 km/h sur le tapis, tu le mets à inclinaison 15, à savoir que Lucas il fait encore à peu près une centaine de kilos, donc ça commence à taper pas mal au niveau du cardio mine de rien, et même si vous êtes plus léger, inclinaison 15, quand vous êtes à 5 km/h, 6 km/h, ça fait déjà bien monter les BPM en soi, il y a peu de chances que vous soyez sous les 110, sous les 120 BPM, sauf si vous avez une très bonne condition, ou potentiellement que vous tenez au tapis pendant que vous faites votre cardio. Et on a réduit le temps de cardio, et ça a permis de faire en sorte que ça se passe bien sur la semaine à ce niveau-là. Ça, c'est des choses que vous pouvez mettre en place, et pareil, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte d'avoir un protocole de cardio ultra fixé d'une semaine à l'autre. S'il y a des semaines qui sont plus rush, montez un petit peu l'intensité en termes de cardio. S'il y a des semaines où c'est plus tranquille ou quoi que ce soit, eh ben, vous venez tout simplement baisser l'intensité de ce cardio et peut-être allonger un petit peu la durée. Si c'est une semaine plus relax, où vous avez le temps, vous avez trouvé une super vidéo YouTube à regarder qui dure quasiment 1 heure, 1 heure et demie, il n'y a personne qui vous attend à la maison, vous n'avez rien de particulier à faire le soir, mais profitez-en. Bouffez vos 90 minutes de cardio devant une vidéo dès que vous êtes occupé. Honnêtement, le cardio comme ça, à basse intensité, à marcher sur un tapis incliné, ça passe extrêmement vite. Donc profitez-en. Dès que vous avez l'occasion de faire un peu plus d'efforts que ce que vous auriez prévu, vous vous rendez compte que la motivation et l'envie sont plus fortes que d'habitude, profitez-en. Laissez pas passer l'occasion, parce que la plupart du temps, la difficulté que vous rencontrez, c'est réussir à gérer votre organisation, potentiellement faire face du coup à cette friction, à réaliser l'effort ou quoi que ce soit. Donc quand cette friction elle est absente, foncez. Prenez ce qu'il y a à prendre, et comme ça, pour les journées qui seront un petit peu plus difficiles, vous aurez pris de l'avance et ça vous permettra de répondre correctement à ces journées où c'est un petit peu plus galère en soi. Mais du coup, vous voyez, en soi, tenir votre déficit calorique, c'est relativement simple. Après, évidemment, il y a toute la partie où vous devez vous organiser sur la diète ou quoi que ce soit. Mais voilà, tout simplement pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais procédé de cette manière-là. Là, ce que je vous disais de toute façon dans la voiture ce matin, le physique est pas trop mal, je suis pas ultra satisfait en soi honnêtement du rendu, donc il va falloir reprendre de la viande ou quoi que ce soit, en particulier sur la chaîne postérieure, enfin surtout sur le dos, parce que je suis pas très content, parce que j'avais pareil déjà expliqué dans d'autres vidéos, je m'étais bien flingué au niveau des bras, ce qui fait que le volume au niveau des tirages sur les 2 dernières années il a été fortement impacté, donc ça s'est ressenti au niveau du développement du dos. Je vais pas non plus me plaindre, c'est très loin d'être catastrophique en soi, mais ça pourrait être mieux, j'ai juste envie d'améliorer cette ligne-là. Donc là, je vais tout simplement poursuivre comme ça pendant encore 3 semaines. À savoir que pour le moment, la semaine prochaine, j'ai honnêtement pas de modification de prévu, parce que là, ça a continué à bien drop. Le rendu est plutôt pas mal aussi cette semaine, enfin, par rapport à la semaine passée, en tout cas, ça a continué à avancer dans la bonne direction. Donc là, je vais rester comme ça, et même chose, c'est ce que je vous invite à faire pas en prise de masse, pardon, mais en phase de déficit calorique. Si jamais vous vous apercevez que le poids ne baisse peut-être pas autant que vous le souhaiteriez, mais que derrière, le rendu il s'est amélioré, les performances continuent à être plutôt bonnes, vous réussissez à avoir une bonne adhésion au plan, effectuez pas de changement trop vite. N'ayez pas peur parfois d'avoir un poids qui ne bouge pas énormément pendant 1 semaine, 2 semaines, peut-être même parfois 3 semaines si vous avez vraiment une grosse amélioration au niveau du look durant cette période de temps et que les performances sont très bonnes aussi. C'est pas quelque chose que j'irai modifier, je m'alarmerai pas à ce niveau-là, sauf évidemment si vous avez des deadlines avec un weight cap ou quoi que ce soit. Mais écoutez, on touche à la fin de cette vidéo. Ce que je vous disais dans la voiture, je vous ai fait une petite ressource sur la partie électrolyte. Vous avez juste à m'envoyer un message sur Instagram, je vous mets le lien dans la description et je vous enverrai directement la ressource. Vous verrez, c'est un petit document PDF tout simple. Vous en avez pour 4-5 minutes de lecture, comme ça vous permettra de savoir un petit peu ce que vous avez à faire. Et puis écoutez, moi je vais manger mon dernier repas. Je remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue en soi. Et puis on se retrouve assez rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.